organisatrices de ce colloque ont situé l'événement d'aujourd'hui relativement au, je cite, devenir de l'être humain dans une dimension mondiale. Il s'agit, pour les citer encore, d'appréhender l'impact de la médecine améliorative sur la personne humaine. Plus précisément, dans le cadre de cette table ronde par laquelle nous commençons, il s'agit d'envisager l'humain augmenté par la médecine améliorative. Alors, je vais commencer par partir d'une définition, d'un élément définitionnel, celle de la médecine améliorative. La médecine améliorative, elle s'entend de la médecine qui a pour objectif d'améliorer l'humain dans le patient, d'où son insertion d'ailleurs dans les considérations relatives au transhumanisme. On va ainsi parler de patients augmentés et de la même façon, cette augmentation par l'essor des techniques scientifiques, par l'essor des techniques de prise en charge, s'applique également aux médecins, ce qui peut aussi permettre d'utiliser l'expression de médecin augmenté. La médecine améliorative s'oppose ainsi, a priori en tout cas, à la médecine thérapeutique. Mais nous verrons qu'on peut aussi considérer qu'elle en soit le prolongement. Alors, je dis qu'elle s'oppose ainsi a priori à la médecine thérapeutique parce qu'en effet, la dichotomie entre réparation et augmentation ou amélioration est souvent posée pour traiter le rapport entre médecine et transhumanisme. Alors, est-ce qu'elle est réelle? Et d'ailleurs, est-ce qu'il existe une réponse? Je pense que les différents échanges d'aujourd'hui permettront d'apporter des éléments de réponse. Pour partir de l'histoire de la médecine, cette histoire, elle montre que la réparation, objectif originel de la médecine, est progressivement transcendée par l'augmentation. Dans la quête, en effet, de l'humain, d'un état de toujours mieux être et mieux vivre, l'art médical interroge ses contours entre réparation et augmentation. En effet, l'idée d'augmentation n'est pas une idée classique de la médecine dont la traditionnelle mission est de guérir, de réparer. Il s'agit de permettre à la personne de recouvrer la santé, cette santé dont elle disposait avant l'altération de son état. Et en cela, la guérison peut s'apparenter à l'idée de réparation. Dès lors, l'augmentation prônée par le transhumanisme est a priori exclue du champ de la médecine. Pour donner un exemple, la chirurgie, c'est l'un des exemples les plus marquants qui peut illustrer la médecine comme action de réparer les corps. Pourtant, dans la pratique médicale contemporaine, les frontières sont de plus en plus ténues entre réparation et augmentation. La médecine a considérablement évolué au cours du XXe siècle et depuis le début du XXIe siècle, pardon. Le champ des possibles s'est élargi et a laissé apparaître de nombreux espoirs pour l'amélioration de la qualité de la vie des patients et aussi, il faut le dire, pour la réalisation, pour certains en tout cas, de leurs vœux les plus chers. Alors, dans ce contexte, les limites entre réparation et amélioration sont devenues plus difficilement perceptibles. Je vais prendre quelques exemples. L'orthopédiste qui pose des prothèses à des patients âgés, leur permettant des amplitudes de mouvement non physiologiques. Est-ce qu'il procède à une réparation ou à une augmentation? Un autre exemple, le cardiologue interventionnel qui pose un pacemaker pour prolonger la vie d'un patient de 97 ans en bon état général, mais qui est atteint d'un trouble de la conduction cardiaque grave. Est-ce qu'il répare ce cœur ou est-ce qu'il augmente la fonction cardiaque de ce patient et par là même son espérance de vie? Alors, les spécialistes de toute médecine réparatrice peuvent ainsi être amenés à réfléchir les frontières entre leur exercice médical et le transhumanisme. Et c'est aussi ce que j'ai pu voir à l'occasion des entretiens auxquels j'ai pu participer auprès de médecins dont d'ailleurs vont intervenir aujourd'hui auprès d'Émilie Gaillard et d'Amandine Cailleul, parce que je les remercie à nouveau. Nous pourrons constater également dans quelques instants et tout au long de ce colloque que l'amélioration de l'humain, eh bien, elle est permise par la médecine. Au fil des époques, l'augmentation de l'humain s'est invitée dans la médecine, ce qui suscite nombre d'interrogations qui seront soulevées aujourd'hui.
Alors, ce sont en fait les frontières de l'acceptabilité de l'amélioration qui sont le plus souvent interrogées. Comment s'en saisit le droit? Comment s'en saisit le droit médical? Quel est l'impact sur la relation médecin-patient? Quels sont les impacts également sur les droits du patient? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir à présent. Alors, je voudrais au préalable partager ce PowerPoint pour, je ne sais pas si tout le monde y a accès, pour soutenir mon propos et ma démonstration. Alors, je vais commencer par évoquer la médecine améliorative à l'aune d'un nouveau paradigme de la relation médecin-patient. Les progrès techniques et scientifiques emmènent la médecine vers une augmentation possible de l'humain, c'est ce qu'on va commencer par voir, ce qui a nécessairement, à mon sens, des incidences sur la relation médecin-patient. Alors, vers une médecine d'augmentation pour commencer. Les progrès de la science et de la technique permettent aujourd'hui, dans bien des domaines, d'aller au-delà de la simple réparation. Technique et médecine ont cheminé ensemble. J'évoquais tout à l'heure l'orthopédiste qui pose des prothèses à des patients âgés, qui leur permet des amplitudes de mouvements non physiologiques. J'évoquais encore la pose d'un pacemaker qui peut prolonger la vie d'un patient âgé. On peut également parler des implantiques dont l'intérêt thérapeutique est de stimuler les fonctions biologiques et psychologiques du patient à l'aide d'une puce en silicone, de stimulateurs cardiaques ou encore de pompes à insuline programmables. Je pense encore aux implants qui sont placés dans le cerveau pour stimuler l'humeur en cas de dépression. Parce qu'on n'est pas justement ici dans une médecine d'augmentation. En même temps que ces évolutions techniques et scientifiques font évoluer l'exercice de la médecine, elles impactent le patient. Et c'est ce qui interroge. Ce patient augmenté interroge parce que sa nature d'être humain semble parfois être mise en danger. Par exemple, dans le cas des implants neurochirurgicaux, la modification de la pathologie telle que le Parkinson ne risque-t-elle pas de modifier la personnalité même du sujet? Voilà, il y a beaucoup d'incertitudes qui interrogent dès lors par ricochet la médecine d'augmentation. Quelles en sont les limites? C'est vraiment la question. Toutefois, technique et médecine ont permis de répondre à des demandes sociales nouvelles qui sont susceptibles de dépasser à bien des égards le souci de réparation des corps. Certaines demandes faites au corps médical aujourd'hui sont dépourvues de finalité thérapeutique. On peut illustrer avec le domaine de la procréation. Alors, légalement, aujourd'hui, l'assistance médicale à la procréation a pour objet, je cite les textes français, a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Donc, aujourd'hui, le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. Il s'agit de réparer la dite infertilité. Ce qui n'empêche pourtant pas, par exemple, le professeur Anne Blandine Kerr d'écrire que tout dans l'AMP, jusqu'à ses origines, relève son appartenance aux techniques d'augmentation. Elle écrit même, c'est une forme d'amélioration de l'être humain doté d'un potentiel transhumaniste, en évoquant l'AMP. Néanmoins, jusqu'à présent, le transhumanisme était condamné. En est pour preuve, dans le cadre de la révision des lois de bioéthique en 2011, un rapport d'information, c'est le rapport Leonetti, qui est relativement explicite sur la question, puisqu'il condamne le transhumanisme parce qu'il risque de modifier la fonction de la médecine. Et par ailleurs, cela n'est pas, en tout cas, il est écrit que cela n'est pas conforme à la déontologie médicale. Mais l'idéologie transhumaniste, elle apparaît aujourd'hui, en tout cas, mieux accueillie, et elle apparaît même accueillie, même si c'est assez discrètement, par la révision en cours des lois bioéthiques en France. Si on lit le rapport Touraine, on voit que le rapport Touraine annonce en effet l'intention de dépasser les limites biologiques de la procréation aujourd'hui par le projet de permettre l'accès à l'AMP aux couples de femmes et aux femmes célibataires. La médecine se verrait alors désormais confier la fonction de pallier la stérilité sociale
ce n'est plus de réparation de la fertilité dont il est question, mais d'aider ces femmes à accéder à la maternité, alors même que leur vie personnelle ne leur permet pas. On pourrait alors parler d'amélioration médicale de la condition féminine, puisqu'on permettrait à ces femmes de devenir parents. Par ailleurs, en évoquant ce passage, cette évolution d'une médecine améliorative à une médecine dépassée par l'augmentation, il apparaît qu'au fil du temps, l'augmentation de l'humain s'est invitée dans la médecine pour la dépasser parfois. Je vais faire référence, par exemple, au titre de presse qu'on a pu lire en 2019, notamment dans les Échos, sous la plume de Karl de Meyer, qui rapporte que des milliers de Suédois se font implanter des puces dans la main pour ouvrir les portes, pour archiver leur profil ou stocker leurs billets de train, par exemple. Ils veulent même pouvoir payer avec. Alors, on ne peut que constater qu'il n'est alors plus question de réparation, de soins, en somme de médecine, bien que le corps soit impacté. Si ces avancées fulgurantes ont trouvé leur source dans la médecine, dans l'objectif premier de soigner, elles dépassent aujourd'hui ce cadre originel. Je peux encore faire référence, sans développer, aux exosquelettes, aux implants connectés aux nerfs optiques, ou encore à ce projet de cerveau connecté dont il a été récemment question, dont l'objectif médical affiché, c'est de rendre la parole et la mobilité aux personnes paralysées, mais à terme, il n'est pas caché que cela puisse servir à d'autres fins, telles que sauvegarder les souvenirs, voire les télécharger dans un autre corps ou dans un robot. Donc, on voit que la médecine, elle est dépassée dans ses intentions, et nécessairement, à mon sens, cela n'est pas neutre sur la relation médecin-patient. En effet, la relation soignant-soigné, elle repose initialement sur le soin au sens de réparation. Or, comme je viens de le dire, la médecine, elle est dépassée de sa mission originelle, qui est la réparation, et cette nouvelle médecine d'augmentation qui est interrogée, elle interroge également la relation entre le médecin et le patient. Les évolutions actuelles de la médecine vont vers ce que l'on appelle maintenant, ce que l'on a nommé l'anthropotechnie. Alors l'anthropotechnie, je vous mets à l'écran, c'est ce que Jérôme Goffet définit comme un art ou une technique de transformation extramédicale de l'être humain par une intervention sur son corps qui vise non plus la restauration de l'état normal, mais l'instauration d'un état surnormal. Ainsi, pour y revenir, élargir l'accès de l'AMP aux femmes seules et aux couples de femmes, eh bien, c'est une sorte d'avènement de l'anthropotechnie procréative. Il y a une dissociation entre l'altérité sexuelle et la procréation. La modification de la fonction de la médecine, ici, eh bien, elle tend vers la reconnaissance d'un droit à la procréation sans sexe pour tous. Et ceci fait d'ailleurs écho à la déclaration transhumaniste dans laquelle est proclamé, je vous le mets à l'écran, un droit moral de ceux qui le désirent de se servir de la technologie pour accroître leur capacité physique, mentale ou reproductive et d'être davantage maîtres de leur propre vie. Alors, devant ces nouveaux possibles, quid du rôle du médecin? Est-ce qu'il est encore un soignant? Ou bien est-ce qu'il devient un prestataire de services anthropotechniques? Est-ce qu'on ne voit pas poindre ici une exaspération du consumérisme médical? Le médecin ne devient-il pas un simple exécutant des désirs exprimés par son patient? Et dès lors, n'assiste-t-on pas ici à la création d'un nouveau déséquilibre auquel était censée justement résoudre la loi Kouchner en 2002, mais cette fois un déséquilibre en faveur du patient. Mais paradoxalement, cette vision mécaniste du corps humain ne risque-t-elle pas de conduire à une sorte de réification, mais d'un autre type, d'une sorte de réification du patient, malgré les efforts de sujettisation dont il a fait l'objet justement depuis la loi Kouchner en 2002. Devant ces évolutions technologiques et ces possibles médicaux, se pose alors la question du droit des patients d'accéder à la médecine améliorative. Est-ce que ce droit existe?
les patients peuvent-ils ou pourront-ils le revendiquer? Donc, quelle perspective pour les droits du patient? Dans la relation médecin-patient, la place des droits du patient tient une place fondamentale, comme en témoigne la place des droits d'ailleurs du patient dans le Code de la santé publique. Ils sont en effet en tête de ce code et ils sont le reflet, ces droits, de la relation équilibrée qui doit s'établir entre le médecin et le patient. Dès lors, dans ce contexte, il semble qu'en l'état des choses, un renouvellement de ces droits soit nécessaire pour tenir compte de la médecine améliorative. Mais cela, à mon sens, ne sera pas sans risque majeur pour le principe d'égalité dont il sera certainement question dans nos différents échanges. Alors, un nécessaire renouvellement des droits pour prendre en compte la médecine améliorative, à mon sens, ce renouvellement impose au préalable, pour une mise en cohérence, de revoir certaines règles générales. En effet, les règles en vigueur interdisent les pratiques qui visent à améliorer l'homme. Je pense par exemple à l'article 16.3 du Code civil qui nous parle de nécessité médicale. Alors cette nécessité médicale, ok, elle est plus large que la nécessité thérapeutique. Pour autant, la nécessité médicale peut-elle englober l'amélioration de l'humain? À mon sens, rien n'est moins sûr. Par ailleurs, je pense également à l'article 16.4 du Code civil qui prévoit la protection de l'espèce humaine contre les atteintes qui pourraient lui être portées. Bon, je vais arrêter là mes exemples, ils sont multiples, mais on le voit, le droit est mis à l'épreuve des nouvelles demandes sociétales. En termes de droit du patient, à mon sens, il me semble qu'il faille renouveler notamment le droit fondamental à la protection de la santé que je vous ai mis à l'écran, qui est posé par l'article L 1110-1 du Code de la santé publique, donc qui est en tête du Code de la santé publique. Et cet article nous explique que le droit fondamental à la protection de la santé, eh bien, il y a 4 composantes. Il s'agit d'abord d'assurer la prévention, ensuite de garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé. Il s'agit également d'assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. Ne faudra-t-il pas alors ajouter une 5e composante à ce droit fondamental à la protection de la santé, composante qui serait donc l'amélioration? Autre article qui peut interroger, c'est celui qui est relatif au droit au consentement, qui est consacré par l'article L 1111-4 du Code de la santé publique et qui pose cette idée de codécision entre le professionnel de santé et le patient. Pourrait-on y voir ou faudra-t-il envisager les choses en exposant ou en proclamant un droit de choisir son traitement, son amélioration, bref, un droit d'exiger l'amélioration de sa condition? Alors ça impliquerait, à mon sens, d'intégrer l'amélioration à l'obligation d'information qui apparaît à l'article L 1111-2 du Code de la santé publique. Il faudra faire une information de cette possible amélioration. Proclamer ou en tout cas trouver de nouveaux droits ou renouveler ce droit en ce sens conduirait alors à faire le parallèle avec l'article 8 de la seconde déclaration transhumaniste, dont je vous ai mis les termes à l'écran, qui nous parle de la liberté morphologique, du droit de modifier son corps, sa cognition et ses émotions, une liberté qui inclut le droit d'utiliser ou de ne pas utiliser des techniques et technologies pour prolonger la vie, etc. Autre principe qui apparaît dans le Code de la santé publique, alors pas seulement, mais moi je m'intéresse essentiellement au Code de la santé publique, c'est le principe de dignité de la personne humaine qui, dans le Code de la santé publique, est pensé pour protéger le patient sujet de toute réification par le médecin dans la prise en charge. Alors dès lors, ça implique ici de repenser ce principe de dignité. Cette dignité, elle pourrait être repensée à l'aune d'un libéralisme peut-être exacerbé en se disant il en va de ma dignité d'être augmentée. Je vais arrêter là sur ces diverses évolutions. Elles sont multiples. En tout cas, il est certain que ces évolutions ne pourront, si elles se font, si elles sont souhaitables, elles ne pourront se faire que sous couvert d'une nouvelle revalorisation du principe d'autonomie tel qu'il a été proclamé en 2002 dans la loi Kouchner, et donc aussi d'une nouvelle revalorisation de la part d'acteurs laissés aux patients depuis 2002. Toutefois, question, le risque ne sera-t-il pas alors une exacerbation du changement de paradigme déjà opéré
On est passé du paternalisme médical avant 2002 au patient acteur. Est-ce que l'on ne va pas encore au-delà avec un patient encore plus consumériste peut-être qu'avant? Cela, en tout cas, si cela a lieu, ce ne sera, à mon sens, pas sans risque pour le principe d'égalité, qui est un principe très fort, fondamental de notre droit français, à deux égards. Tout d'abord, concernant le principe d'égalité entendu comme égal accès de tous à cette médecine améliorative, on voit bien ici poindre les risques de discrimination, les risques d'abus et de délégitimisation, de disqualification, de marginalisation de groupes moins favorisés. Et j'envisage ici la question de l'égalité ou de l'inégalité financière notamment. Ça impliquerait alors, à mon sens aussi, là, de revoir certains articles du Code de la santé publique qui prônent ce principe d'égalité. Je vous les ai mis à l'écran. Article L1110-1 et L1110-3, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé. Alors, est-ce que cette formulation peut contenir l'amélioration a priori dans un premier temps nécessitée par son état de santé? J'en doute. Et ensuite, on voit bien dans l'accès à la prévention et aux soins, ne faudrait-il pas ajouter alors dans l'accès à l'amélioration? Donc, on voit bien qu'il y a des modifications substantielles à opérer pour accepter la médecine améliorative, en tout cas l'admettre dans notre droit médical. Enfin, et je terminerai par là, des renouvellements qui seront risqués pour le principe d'égalité dans le sens risque pour l'espèce humaine, puisqu'en effet, n'y a-t-il pas le risque de créer des sous-espèces d'humains, ce qui risque d'être encore plus problématique? Alors, à moins de se contenter du principe d'égalité tel qu'il est énoncé notamment dans une jurisprudence Desnoyers-Echor que je vous ai mise à l'écran de 1974, en substance, c'est de dire que les distinctions sont possibles dès lors que les personnes sont dans des situations différentes. Alors, effectivement, si on est des sous-espèces d'humains différents, alors à ce moment-là, on ne remettrait pas en cause le principe d'égalité. Ou alors, encore, autre possibilité, renouveler le principe d'égalité en lui-même. Mais il me semble que là, c'est une question qui sera très certainement abordée très en profondeur, très dans le détail par d'autres intervenants au cours de ce colloque. Je n'abuse pas davantage de mon temps. Je vous remercie beaucoup de votre attention.